pour ce point de presse qui va s'étaler sur le rapport que le Front patriotique gabonais fait suite au dialogue national et naturellement avec toutes les supputations qui ont engendré ce dialogue. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, après un mois de travail sans répit au dialogue national d'Angondje, le Front patriotique gabonais tenait à prendre la parole ce jour pour féliciter le président de la transition, le CTRI et les Gabonais qui ont bien voulu mettre leur idée à contribution pour le dialogue national. Pour féliciter également tous les participants au dialogue national qui, durant un mois, ont abandonné leur famille pour se consacrer à la conception d'un nouveau Gabon, ce Gabon que nous avons raté de refonder après la conférence nationale de 1990 non souveraine. Nous avons tenu à prendre la parole aujourd'hui pour lancer un appel à tous les Gabonais qui ont participé directement et indirectement au dialogue national pour leur dire que nous devons rester mobilisés pour faire en sorte que les recommandations du dialogue national soient appliquées dans sa totalité pour permettre aux Gabonais qui aiment ce pays de vivre dans un Gabon rénové et uni dans la concorde nationale au-delà de notre diversité et différences qui font de notre richesse. Mesdames et messieurs, de 1990 à 2023, avec le PDG au pouvoir, nous avons eu à organiser 5 dialogues. Les recommandations de ces dialogues n'ont en aucun moment fait l'objet d'une application sérieuse pouvant améliorer le système démocratique gabonais et les conditions de vie des Gabonais. Au contraire, les coûts élevés de ces dialogues ont considérablement contribué à dégrader la vie des Gabonais, à renforcer le pouvoir unique et la longévité du PDG. Après le coup de libération du 30 août 2023, ayant mis fin à 55 ans d'hégémonie du PDG à la tête de notre pays, les nouvelles autorités de la République ont bien voulu initier un dialogue national pour poser les bases d'un nouveau Gabon. Pour une fois de plus, nous vous disons merci pour ce grand esprit de patriotisme qui vous anime et guide votre action à la tête de l'État. L'espoir suscité par le coup de libération du 30 août a incité des milliers de Gabonais à élaborer librement les contributions qui ont servi de canevas dans les discussions du dialogue national, à savoir 38 000 contributions. Au terme des discussions du dialogue national, un rapport final qui compile l'ensemble des recommandations a été remis à la plus haute autorité du pays pour mettre en place des mécanismes en vue de l'application de ces recommandations. Mais au moment où les Gabonais souhaitent voir un Gabon nouveau naître à travers l'application de leurs recommandations du dialogue national, voilà que les ennemis de la République, ceux qui ont toujours tiré notre pays vers le bas, se lèvent pour tenter de saboter les efforts des milliers de Gabonais et empêcher l'application des recommandations du dialogue national pour retarder à nouveau la marche du pays vers l'avant. Mesdames et messieurs, au cours de nos discussions au dialogue national à Angondje, j'ai soutenu des contributions de nombreux Gabonais qui souhaitaient voir aboutir 3 principales recommandations. Parmi ces principales recommandations, il y avait la dissolution définitive du PDG et ses alliés. Il y avait la suspension de tous les partis politiques en attendant les nouvelles règles. Enfin, il y avait la loi de père et de mère. Concernant la dissolution du Parti démocratique gabonais et ses partis alliés, plusieurs Gabonais, à travers leur contribution au dialogue, ont exigé la dissolution du PDG et ses alliés en invoquant plusieurs raisons, parmi lesquelles la gestion chaotique du Gabon pendant plusieurs années, les coups d'État électoraux à chaque élection présidentielle accompagnés des massacres des Gabonais, les détournements des fonds publics sans retenue par les principaux cadres du PDG et ses alliés, l'organisation des crimes rituels commandités par les PDGistes et ses alliés, faisant de ce phénomène la première cause de mortalité au Gabon entre 2009 et 2020. Les crimes rituels ont endeuillé des milliers de familles au Gabon. Le vote des lois contre nature par les députés du PDG et ses alliés. Bref, autant des maux et des peines que le PDG a infligés aux Gabonais
et qui ont poussé les forces de sécurité et de défense au coup de libération du 30 août 2023. Chers compatriotes, les Gabonais qui demandaient la dissolution du PDG et ses alliés l'exigeaient de façon définitive. Mais les discussions au dialogue ont plaidé pour une suspension de 3 ans seulement. Mais au lieu de remercier les participants au dialogue pour avoir négocié la réduction de la peine du PDG, de la dissolution à la suspension de 3 ans, comme d'habitude, 2 ou 3 PDG se lèvent aujourd'hui avec l'arrogance qui les caractérise pour tenter de faire du chantage au président de la République pour l'obliger à ne pas faire appliquer la suspension du PDG et ses alliés, comme si le président de la République était à l'initiative de cette suspension. Mesdames et messieurs, le PDG au pouvoir a duré 55 ans sans partage, un véritable parti ripou. Le Gabon était devenu l'un des rares pays au monde avec une vieille classe politique et des dirigeants qui traversent les générations. Comme il est bien connu à travers le monde, le développement d'un pays exige aussi et surtout le renouvellement de sa classe politique. Mais beaucoup de PDG sont aux affaires depuis des longues années, de très longues années. Si on prend le cas de 2 principaux dirigeants du PDG aujourd'hui, le vice-président Paul Biyomba et le secrétaire général Angéline Ngoma, ils totalisent tous 2 71 ans aux affaires. Paul Biyomba, par exemple, est né le 18 avril 1953. Après seulement 3 ans de carrière professionnelle à la Banque gabonaise de développement, il a été nommé en 1980 directeur de cabinet du président de la République chargé des questions économiques et financières. Il a été nommé au gouvernement pour la première fois en 1989 et est resté jusqu'en 2013. Il a fini Premier ministre. Il a été président du Conseil économique et social pendant 3 ans avant de revenir au gouvernement en 2016. Il siège à l'Assemblée nationale depuis 2018. Il est depuis 44 ans aux affaires. Angéline Ngoma est née en 1964. Elle a fait son entrée pour la première fois au gouvernement en 1997. Elle y est restée jusqu'en 2016. Depuis la dernière date, elle est députée du PDG à l'Assemblée nationale. Elle dure depuis 27 ans aux affaires. Chers compatriotes, voici un peu énuméré la longévité des PDGistes qui ne souhaitent pas voir les autres Gabonais diriger le pays qu'ils ont plongé dans le chaos. Je rappelle que la suspension du PDG et ses alliés est une décision qui a été prise par des milliers de Gabonais. Si les PDG doivent faire du chantage, ils doivent le faire au peuple gabonais, pas au président de la République. Qu'ils se dirigent vers le peuple gabonais. S'ils connaissent des cours où on porte plainte à un peuple, qu'ils aillent vers ces cours-là. Je rappelle aussi qu'à l'époque du PDG au pouvoir, 2 ou 3 individus prenaient des décisions contre tout un peuple. Alors qu'au dialogue national, ce sont des milliers de Gabonais qui ont souhaité la dissolution définitive de ce parti. En 2010, le PDG, à travers le Premier ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndungu, actuel président de l'Assemblée nationale, assisté de 2 ou 3 PDGistes, avait pris la décision cynique de dissoudre l'Union nationale. Cette décision avait privé des milliers de Gabonais de toute activité politique pendant plus de 10 ans. Pire, le PDG avait suspendu les salaires pendant plusieurs années des nombreux cadres de l'Union nationale, compromettant ainsi l'avenir de plusieurs enfants, dont moi-même j'en étais la victime. Omar Bongo disait, malheureusement ils l'ont oublié et ils l'avaient oublié, l'opposition d'aujourd'hui peut devenir la majorité de demain. Vous avez forcé de nombreux acteurs politiques à demeurer pendant des années dans l'opposition. Pourquoi refusez-vous aujourd'hui d'assumer le statut que vous avez imposé aux autres pendant 55 ans? Je tiens ici à exiger de M. Paul Biyomba des excuses publiques au peuple gabonais et à tous les participants au dialogue, car ce dernier ne doit pas s'autoriser à insulter les Gabonais et les participants au dialogue. J'exige qu'il retire les termes selon lesquels beaucoup de recommandations ont été faites avec émotion. Je refuse qu'il infantilise le panel des Gabonais qui ont travaillé jour et nuit, parfois jusqu'à 4 heures du matin. Lui qui est lucide, quel était son état d'esprit? Quel état d'esprit l'animait lorsqu'en 2010, il a dissous l'Union nationale d'André Mbobam? Quel était son état d'esprit? Donc, il a fait aussi avec émotion. Non, on n'insulte pas les autres quand ils travaillent
pour faire mieux que vous. Grand-père Paul, respecte ton âge pour que nous puissions te respecter. Ne pense pas que tu vas nous imposer ton parti d'invertébrés. Bref, tes états de service public ne permettent pas que je m'attarde sur toi. Le feu Omar Bongo avait déjà réglé cette affaire en te frappant le paraphère sur la tête. Et les militants de l'Union nationale en te versant de l'eau sur la tête au corps, au décès de feu André Mbobab pour te libérer des mauvais esprits. Monsieur le Président de la République, le peuple gabonais ne vous pardonnera pas si vous cédez au chantage des PDGistes. Je dis bien, Monsieur le Président de la République, le peuple gabonais ne vous pardonnera pas si vous cédez au chantage des PDGistes. En 2009, les PDGistes ont séparé André Mbobam d'Ali Bongo, croyant s'accaparer d'Ali Bongo, qui à leurs yeux était le plus malléable. Mais lorsqu'Ali Bongo leur a tourné le dos, les mêmes PDGistes ont dit de lui qu'il était nigérien. Voilà les gens. Le 12 mars dernier, alors que le CTRI venait de libérer les Gabonais du joug de la dictature du PDG et de son distingué camarade, les mêmes PDGistes sans honte ou toute honte but n'ont pas hésité à afficher une banderole du président du CTRI pour le remercier de les avoir enlevés du pouvoir. Allez-y comprendre quelque chose. Voilà des gens qui veulent toujours s'imposer, mais dans leurs agissements, vous avez du mal à savoir qui ils sont. En réalité, Monsieur le Président, ils veulent vous séparer du peuple gabonais. Et comme les PDG sont majoritaires au gouvernement et dans les deux chambres du Parlement de la transition, ils cherchent le moyen de reprendre le pouvoir pour continuer à jouir seuls des richesses de notre pays. C'est pourquoi je lance un appel à tous les Gabonais pour empêcher les PDGistes de nous voler la victoire que nous voulons d'obtenir au dialogue national. La victoire de rebâtir un nouveau Gabon sur des bases saines, un Gabon juste, un Gabon qui sera équitable. Le PDG et ses alliés ont dirigé le pays pendant 55 ans. Ils ont plongé le pays dans le chaos. Ça suffit comme ça. Ils doivent apprendre à regarder les autres aussi diriger. Encore qu'ils sont associés majoritairement dans la gestion du pays. Concernant la suspension de tous les partis politiques, je précise que cette recommandation n'interdit pas les acteurs politiques à exercer leur activité. Je dis bien concernant, parce que nous voyons la levée de boucliers. Concernant la suspension de tous les partis politiques, je précise que cette recommandation n'interdit pas les acteurs à exercer leur activité. Mais pour qu'un parti puisse être légalisé, celui-ci doit obéir à un certain nombre de règles, parmi lesquelles le nombre d'élus nationaux et locaux. Regardons-nous dans un miroir. Est-ce que nous voulons continuer dans le désordre? Nous savons ici qu'on distribue les légalisations comme à la tête du client, comme des bouts de pain. Il y a des partis qui existent ici, qui n'ont même pas un seul document au ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, à l'époque, on entendait le ministre de l'Intérieur dire « j'ai encore 200 partis à légaliser ». Tout simplement, c'était le fait des PDGistes. C'est eux qui créaient les partis, qui leur donnaient des reconnaissances sans fondement pour noyer la vraie opposition, pour les mettre toujours en position de faiblesse lors des grandes décisions. Pour moi, la suspension ne m'interdit pas de parler aujourd'hui, je parle. Donc ça ne devrait pas causer problème. Chacun de nous doit accepter qu'on puisse revisiter la création de chaque parti. Et en plus, la loi n'est pas rétroactive. Parce que je ne comprends pas la levée de bouclier que certains veulent afficher. Sur cette question, il faut avoir le courage d'admettre que depuis l'avènement du multipartisme au Gabon en 1990, nos partis politiques n'ont pas parfois aidé les Gabonais à acquérir une véritable culture politique qui pouvait les emmener à envisager une vision de développement du pays. Presque tous nos partis ont été à un moment donné comme des fonds de commerce et des entreprises familiales.
le dialogue national initié par les nouvelles autorités du Gabon ne pouvait pas rater cette occasion pour remettre tous les partis politiques à plat et lancer une nouvelle dynamique. Les appareils politiques dans les pays organisés sont soumis à des règles strictes qui régulent leur fonctionnement. C'est donc dans le souci de bien organiser désormais la vie politique au Gabon que les participants au dialogue ont bien voulu que tous les partis politiques soient soumis à des nouvelles règles. À des nouvelles règles. Donc, je crois que personne ne doit être inquiété. Personne ne cherche la suspension, ne veut pas dire qu'on muselle, parce qu'un parti politique, c'est d'abord une association. Est-ce qu'on peut dissoudre un homme? Mais si on veut continuer, c'est les Gabonais qui ont demandé la suspension pour que les partis se réorganisent mieux. C'est aussi les Gabonais qui sont les membres de ces associations politiques. Ça veut dire que si celui qui est dans l'association politique sollicite à revisiter son appareil, ce n'est pas la faute du pouvoir. Donc, moi, je souhaite que chacun de nous se ressaisisse. Si nous voulons un Gabon nouveau, il nous faut nous adapter à la nouvelle donne. Il faut que chacun remplisse les règles du jeu. Concernant la loi de père et de mère, il faut dire que c'est une loi que je défends depuis l'élection présidentielle de 2023 à laquelle moi-même j'étais candidat. Cette loi consiste à verrouiller, d'ailleurs je l'avais appelée la loi Jen. Cette loi consiste à verrouiller l'accès aux fonctions sensibles. Les Gabonais qui ne sont pas nés de père et de mère d'origine gabonaise et ceux ou celles qui n'ont pas d'épouse ou d'époux d'origine gabonaise. Parmi ces postes à la présidence de la République, il y a le poste de président de la République, le poste de vice-président de la République, le poste de directeur de cabinet du président de la République, le poste de secrétaire général de la présidence de la République. Au gouvernement, il y a les postes que nous appelons les postes de souveraineté, donc les postes de ministre de la Défense nationale, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, ministre des Eaux et Forêts, ministre des Finances, ministre de l'Économie, ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, ministre des Mines et du Pétrole, etc. Dans l'administration publique, il y a les postes de commandant en chef des forces de sécurité et de défense. Il y a les postes de directeurs généraux des services de renseignement, les directeurs généraux des douanes et des impôts, les directeurs généraux du budget, le directeur général du Trésor. Chers compatriotes, au cours de 14 ans de magistère du président Ali Bongo, aucun Gabonais, quoi qu'il soit, où qu'il soit, ne peut dire qu'il n'a pas souffert de voir notre pays, le Gabon, être dirigé par des étrangers qui étaient nommés à des postes sensibles et qui prenaient des décisions contre les intérêts des Gabonais. Tous les Gabonais ont pu observer que depuis l'AVC du président Ali Bongo en 2018, c'est une femme française nommée Sylvia Valentin qui dirigeait le Gabon sans mandat du peuple souverain, juste parce qu'elle était la femme du président de la République gabonaise. Mais comme après de telles dérives autoritaires qui ont exposé notre pays à la disparition, on ne peut pas prendre des lois solides pour éviter que de telles choses ne se reproduisent à nouveau au Gabon. Comment peut-on essayer d'empêcher l'application d'une loi qui exige d'être né de père et de mère et d'avoir une épouse ou un époux gabonais pour prétendre occuper une fonction qui engage la souveraineté nationale après ce que nous venons de vivre pendant 14 ans avec Ali Bongo? Tous les pays du monde qui se sont développés ont su protéger la souveraineté de leur État à un moment donné. Aux États-Unis, par exemple, la plus puissante démocratie du monde, il est interdit à tous les citoyens américains qui ne sont pas nés sous le sol américain de se présenter à l'élection présidentielle. Cette disposition, qui est aux États-Unis, élimine plus de 100 millions de citoyens américains sur une population de 300 millions d'Américains. Madeleine Albright, Henry Kissinger ont été tous deux les plus célèbres secrétaires d'État que les États-Unis aient connus. Arnold Schwarzenegger a été le plus populaire de gouverneur de la Californie, le plus riche État des États-Unis. Mais toutes ces figures brillantes de la scène politique américaine n'ont pas pu briguer à l'élection présidentielle américaine car ils ne sont pas nés dans le sol américain. Mais cela n'a pas pour autant
pas enlever aux États-Unis le statut de plus puissante démocratie du monde. Les 100 millions des Américains qui sont exclus de la course à l'élection présidentielle n'ont exercé la pression au Congrès, n'ont pas exercé la pression au Congrès pour modifier cette disposition qui les empêche de participer à l'élection présidentielle. Chers compatriotes, une des recommandations du dialogue national limite l'âge des candidats à l'élection présidentielle de 35 ans au minimum et de 72 ans au maximum. Pourquoi ceux qui veulent s'insurger contre la loi de père et de mère et d'épouse ou d'époux ne s'insurgent-ils pas contre la limite d'âge des candidats à l'élection présidentielle, alors que cette recommandation exclut plus de la moitié du peuple gabonais, car la moitié du peuple gabonais est âgé de moins de 35 ans. Mais non, on a compris que pour certains, ce sont leurs intérêts qui comptent et non la protection de la souveraineté du peuple gabonais. On a compris que certains estiment que s'ils ne sont pas acteurs, s'ils ne sont pas présidents, le Gabon n'est rien. Mais vous n'êtes pas le Gabon. Depuis que les Gabonais souhaitent voir aboutir la loi qui protège leur souveraineté, les ennemis de la République veulent également faire du chantage au président de la République en invoquant un soi-disant danger pour notre vivre ensemble. Mais le Gabon n'est pas une république bananière où n'importe quel bâtard du monde peut prétendre devenir président de la République. Nous ne pouvons pas continuellement courir des risques de livrer nos peaux sensibles à du sang mêlé. Nous ne pouvons pas continuellement utiliser les femmes gabonaises et lorsqu'on accède aux hautes fonctions, c'est une étrangère qu'on présente comme première dame ou comme femme. Sur un autre plan, le vendredi 3 mai dernier, le président de la République a reçu une délégation du ministère des Sports et de la Ligue nationale de football. L'objet de la rencontre était de s'informer des dispositions prises pour le démarrage du championnat national de football. À ce sujet, nous tenons à dire que depuis plusieurs années, à chaque début du championnat national de football, les acteurs de ce secteur se réunissent pour définir ensemble les mécanismes du fonctionnement du championnat de football. Dans les années 1990, il avait été décidé, par exemple, que les entreprises devraient financer le football. Cette stratégie a fonctionné pour un petit moment, jusqu'à ce que le championnat national a disparu. À un autre moment, autour des années 2000, il avait été décidé que les clubs du championnat national devraient être financés et présidés par les autorités politiques de chaque province. Cette stratégie n'a pas fait long feu également, jusqu'à ce que le championnat national a disparu. Autour des années 2010, il a été aussi décidé que le championnat national de football devrait être financé par l'État et que les joueurs devraient être payés directement par le trésor public. Hélas, là aussi, la stratégie n'a pas fonctionné et le championnat est mort. Depuis des années, nous utilisons les mêmes méthodes pour tenter de booster le football dans notre pays. Mais cela ne marche pas. Nous avons aujourd'hui 4 grands stades qui ne nous servent à rien et qui sont exposés à la ruine. Depuis la campagne présidentielle de 2023, le Front patriotique gabonais propose une nouvelle stratégie pour booster le football gabonais. Cette stratégie va non seulement amener les acteurs à investir sur le football, mais aussi va susciter un véritable engouement des populations. Notre stratégie consiste à opter pour le championnat de football de première division sous-régionale. Ce championnat devra regrouper le Gabon, le Congo et la Guinée équatoriale. Chaque pays possédera 6 équipes en première division, ce qui fera un total de 18 équipes dans le championnat sous-régional. Les 2 grands stades de Libreville, c'est-à-dire Stade Omnisport et celui d'Angondje, serviront des stades de 2 grandes équipes de première division à l'estuaire. Le stade de Franceville sera pour la grande équipe qui pourra être constituée pour toute la zone sud-est du Gabon. Le grand stade de Port-Gentil pourra être consacré à la grande équipe de première division qui va regrouper toute la zone nord-ouest et le centre du Gabon. Le grand stade Oyem sera réservé à la grande équipe de première division qui regroupera toute la région nord-est du Gabon. Voilà notre vision pour relancer le football au Gabon et occuper les grands stades que nous avons construits. Pourquoi pensons-nous que le championnat sous-régional sera plus efficace? Parce que l'expérience a montré que les pays qui sont moins peuplés organisent difficilement un championnat de football efficace. Le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville
sont peuplés chacun de moins de 5 millions d'habitants. Il sera plus efficace d'organiser un championnat de football ensemble qui va également permettre et faire naître un esprit de concurrence positive entre les trois pays. Cette concurrence va sans doute pousser les acteurs du football à investir dans les clubs et va aussi pousser les supporters à aller dans les stades. En Angleterre, par exemple, la Première Ligue dispose des clubs des pays voisins tels que le pays de Galles ou l'Écosse. Mesdames et messieurs, depuis quelques mois, on ne cesse de parler de la construction de Libreville 2. Depuis le lancement de cette initiative, les Gabonais s'interrogent sur l'impact de développement de ce projet qui sera très coûteux. Si les initiateurs de ce projet ont voulu s'inspirer des autorités de la Guinée équatoriale qui a conçu Malabo 2, sachez que Malabo 2 est une belle ville, mais qui reste tout de même vide. Pour nous, le Front patriotique gabonais, la construction de Libreville 2 est un projet inefficace qui ne répond à aucune vision de développement. En plus d'être un projet inefficace, il va contribuer à déséquilibrer la répartition de la population gabonaise à travers toute l'étendue du territoire national et peut, dans une certaine mesure, exposer notre pays à l'occupation étrangère. Pourquoi nous le disons? Je rappelle que le Gabon est peuplé de 2 millions d'habitants dans un espace de 667 km². Mais 80% de sa population vit au nord du pays, dans les villes comme Libreville, Port-Gentil et Oyem. Le sud et le centre du Gabon sont presque vides. La construction de Libreville 2 va donc accélérer le processus de dépeuplement du sud du Gabon. Ce dépeuplement peut favoriser l'occupation des étrangers de nos territoires du sud qui font frontière aux pays voisins. Dans certains départements qui se sont vidés au sud du pays, du fait de l'exode rural et du manque d'emploi, les étrangers viennent exploiter l'or, le diamant, le bois et pêche du poisson dans le territoire gabonais, à l'insu des Gabonais eux-mêmes, même à l'insu des autorités. L'opération militaire Mayende en 2021 avait révélé et saisi plusieurs étrangers qui exploitaient les ressources naturelles gabonaises. Au lieu de dépenser inefficacement de l'argent pour la construction de Libreville 2, le Front patriotique gabonais propose la construction d'une ville économique à Mayumba. Cette proposition peut correspondre à une vision qui cadre avec la position géographique de la ville de Mayumba. Les grands projets du futur convergent vers la construction du nouveau chemin de fer qui s'achèvera à Mayumba et la construction du nouveau port que le nouveau chemin de fer exige. Pourquoi ne pas réfléchir sur la construction d'une ville économique à Mayumba avec le projet du chemin de fer et du port de cette ville? Ces projets autour du projet de chemin de fer et du port peuvent sans doute permettre une migration des populations gabonaises concentrées au nord du pays, de repeupler cette partie du sud à cause de la nouvelle activité économique qui peut se créer autour du projet du chemin de fer et du port de Mayumba. Chers compatriotes, j'en appelle à l'attention du chef de l'État. Aucun pays au monde ne s'est développé avec la construction de nouvelles villes. C'est une belle idée, mais faisons dans la réalité. La réalité vient de nous rattraper. Avec les petits soucis de peuple entre le Cameroun et le Gabon, nous assistons tous sur Internet comment les Camerounais nous insultent, nous traitent de tout et nous disons vous nourrir et nous malmènent parce que le gros de leur production est évacué vers le Gabon. Moi, je propose au président, au lieu, je le répète peut-être aujourd'hui, au lieu d'envisager Libreville 2, pourquoi ne lançons-nous pas un grand chantier agricole pour l'agriculture, afin que nous soyons autonomes? Pourquoi cet argent que nous allons mettre sur Libreville 2, qui va même dépeupler l'arrière-pays, ne servira pas à acheter les tracteurs, à trouver des grands espaces, à produire ce que nous voulons, ce que nous consommons?
et à exporter ce que nous ne l'excédons. Pourquoi nous voulons être dans des projets qui ne rapportent rien? L'agriculture est un tout. Parce qu'elle va créer de l'emploi, elle va créer de l'argent, elle va créer... elle a une plus-value. Elle est aussi efficace que la construction d'une ville. Mais après avoir construit la ville, ces gens qui vont travailler, qui vont faire du manœuvrage là-bas deviendront quoi? Or, en optant pour l'agriculture, ce sont des emplois qui vont exister tout le temps que l'homme existera. Donc, je crois qu'il est temps, et toutes les grandes nations qui se sont construites sur la base de l'agriculture. La Chine, les États-Unis, Singapour, etc. Pourquoi nous voulons nous lancer dans des projets qui ne vont pas impacter dans la vie du Gabonais? Les Gabonais n'ont pas besoin d'une ville. Les Gabonais n'ont pas besoin d'une ville. Ils ont besoin que les parcelles de terrain soient viabilisées. Qu'on prévoit l'eau, le courant, et à chaque Gabonais de construire la maison de son rêve, qu'on nous viabilise les parcelles, qu'on nous réduise le coût des matériaux, et chaque Gabonais construira sa maison. Les Gabonais ne cherchent pas que tu leur construises les maisons, ils veulent des terrains. Ils veulent des terrains viabilisés, cadastrés. C'est ce que veulent les Gabonais. Ce que veulent les Gabonais, c'est que tu nous lances une agriculture à grande échelle, qui va nous protéger, qui va nous faire des économies, parce que notre pays dépense chaque année près de 500 milliards que nous investissons pour faire rentrer de la nourriture. Donc, moi, Monsieur le Président, aucune nation ne s'est développée avec Libreville 2, sauf votre respect. Je continue à le dire et je vous remercie.